Parlons douleur, un balado du réseau québécois de recherche sur la douleur. À chaque épisode, on discute avec des mots simples des dernières avancées avec des invités du milieu de la santé et de la recherche. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne balado du réseau québécois de recherche sur la douleur. Je m'appelle Estelle Guingaud, je suis doctorante en jeux sérieux thérapeutique à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et aujourd'hui, je me retrouve au congrès ISPP 2023, donc International Symposium on Pediatric Pain à Halifax. Et en fait, c'est un congrès scientifique qui se déroule tous les 2 ans et dont le thème de cette année est Better Together, Innovation Through Partnership. Donc, on retrouve de nombreux experts de la douleur pédiatrique, donc autant en études de la douleur, en expérience des patients, mais aussi dans la gestion de la douleur avec des outils innovants comme la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, c'est quoi? C'est une technologie qui permet de plonger l'utilisateur dans un monde virtuel grâce à un casque qui occulte la vue et l'ouïe du patient avec un environnement qui est généré par un ordinateur. Donc, c'est le sujet de ce balado. Au travers de plusieurs entrevues, nous allons explorer les effets de cet outil, son intégration dans le milieu hospitalier et les défis qui l'accompagnent, mais aussi son avenir et son potentiel d'intégration avec certaines technologies qui font beaucoup parler d'elles en ce moment, comme l'intelligence artificielle. Donc, on retrouvera dans l'ordre Sylvie Lemay, Sophia Hadab et Casey Côte-Turpin. Bonne écoute. Bonjour, Dr Lemay. Bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter, s'il vous plaît? Alors, bonjour. Mon nom est Sylvie Lemay. Je suis professeure titulaire à l'Université de Montréal, puis chercheur au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, puis de l'Institut Transmedtech, puis aussi chercheur associé de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. OK. Votre domaine de recherche, c'est? Mon domaine de recherche concerne principalement la gestion de la douleur procédurale chez les enfants. OK. Et vous utilisez la réalité virtuelle depuis plusieurs années, je crois? Oui, j'ai commencé à utiliser la réalité virtuelle hybride dans les années 2012-2014, mais vraiment la réalité virtuelle comme on la connaît, là, immersive, depuis 2014. OK. Et comment est-ce qu'on arrive de travailler sur la douleur à travailler en réalité virtuelle? Est-ce que vous êtes une geek des technologies ou qu'est-ce qui a déclenché ce désir, en fait, d'aller vers la réalité virtuelle? En 2011-2012, j'ai fait une étude sur les kits de distraction à l'urgence. Puis, à ce moment-là, j'utilisais de la distraction passive, soit des bulles, des toutous musicaux, des presses, des balles à presser là, pour la gestion du stress, enfin, toutes sortes d'outils là, que j'utilisais qui étaient adaptés pour les âges des enfants là, qui participaient à l'étude. Puis, à la fin de cette recherche-là, les commentaires que j'ai eus des parents, c'était à l'effet que, bon, c'était bien, les outils de distraction, mais qui auraient aimé ça avoir un outil de distraction plus engageant, plus immersif, plus interactif. Alors, c'est pour ça que j'ai pensé à la réalité virtuelle, parce que ça commençait en émergence. On avait utilisé en hybride, puis là, je me suis dit, ça serait peut-être intéressant d'utiliser avec un casque, tout ça. Puis, c'est là que j'ai commencé à planifier des études en utilisant la réalité virtuelle. Depuis, avec tout ce temps-là, vous avez vu donc l'évolution quand même de la réalité virtuelle puis de l'impact sur le clinique? Il y a eu plusieurs différences au niveau technologique, là. Au début, quand on utilisait la réalité virtuelle, c'était avec un casque, bien sûr, qui était lourd, qui était relié par un fil à un ordinateur, puis qui était quand même lourd, là, qu'on appelait un tank, puis qu'il fallait avoir un chariot là, pour pouvoir bouger le tank, casque, là, jusqu'à... Toute une expédition. Une expédition, c'est ça. Puis on est passé là, graduellement à un raffinement de la technologie, à l'évolution de la technologie, au point où est-ce que là, présentement, c'est un casque sans fil, c'est un casque tout en un, dans le fond. Puis c'est un genre de plug and play, c'est-à-dire qu'on met le casque, puis on commence à être dans l'univers immersif. Ça a dû faciliter grandement le travail pour les infirmiers. Oui, bien, ça a facilité beaucoup le travail des infirmiers de recherche, d'une part. Puis d'autre part aussi, ça a facilité, dans le fond, l'engagement des équipes cliniques par rapport à la réalité virtuelle.
Parce qu'avant, ils voyaient, tout ce que l'infirmière de recherche trimballait, puis ils se disaient « Oh mon Dieu, mais nous, comment on va faire pour utiliser ça, le chariot, puis on va mettre ça où? » Puis bon. Alors, c'est sûr que ça a changé beaucoup les perceptions par rapport à la réalité virtuelle. Ça a facilité aussi les projets de recherche. OK, et qu'est-ce qui fait que la réalité virtuelle, ça aide dans la gestion de la douleur? Mais ce qui aide beaucoup dans la réalité virtuelle, c'est le fait que c'est immersif, engageant, puis que l'enfant, dans le fond, est comme coupé de la situation de douleur. Donc, ce que le cerveau ne voit pas, dans le fond, des fois, ça l'inquiète moins, là. Bon, c'est ça qu'il ressente quand même, mais le fait d'être diverti, d'être distrait de la procédure douloureuse, de ne pas être concentré sur la procédure douloureuse, fait en sorte que ça diminue beaucoup la douleur puis l'anxiété reliée à la procédure. OK, donc il y a vraiment des preuves d'efficacité qui ont été démontrées, des recherches qui ont été effectuées? Oui, il y a des recherches qui ont été effectuées qui ont montré, dans le fond, la supériorité là, de la réalité virtuelle sur d'autres techniques de distraction, interventions de distraction là, qui étaient plus passive, là, donc pour la plupart. Là. Alors, ça, vraiment, il y a eu un effet là, qui est démontré. Donc, c'est plus efficace quand c'est interactif, finalement, quand l'enfant peut toucher ou avoir un retour, une rétroaction de la part de l'environnement? Je dirais plutôt immersif et interactif. Même, je veux dire, on l'utilise d'une façon peut-être plus immersive là, au niveau des procédures dentaires. Puis, même là, c'est vraiment engageant là, pour les enfants. Là, donc. Vous parlez beaucoup des enfants. Est-ce que ça marche aussi avec les adultes? Oui, il y a eu des études qui ont été faites avec les adultes. Il y a plusieurs études qui ont été faites, surtout avec un pionnier là, dans la recherche là, sur la réalité virtuelle, Hunter Hoffman, qui en a fait beaucoup avec les adultes qui avaient souffert de brûlures. Les vétérans qui avaient souffert de brûlures. Il en a fait aussi pour le stress post-traumatique, pour les phobies. Avec, donc, par exemple, phobie des araignées, tout ça. Alors, il y a beaucoup de travail qui a été fait de ce côté-là par Hunter Hoffman, entre autres, chez les adultes. Comment ça se passe quand on arrive avec un jeu en réalité virtuelle, quand on présente ça au patient? Est-ce qu'on lui dit que c'est un jeu pour qu'il ait moins mal? Est-ce qu'il n'y a pas comme une espèce de biais de présenter comme le casque de VR comme une solution, finalement? Bien, je pense que c'est plus d'être honnête avec l'enfant puis avec le parent, là, dans le fond, de quand on débute l'étude, de bien présenter l'intervention, puis à quoi va servir l'intervention. Donc, pour que les parents, les enfants soient au courant. Puis même si on les informe d'avance, bien, du moment qu'ils rentrent dans la réalité virtuelle, ils ont quand même les faits. Là. C'est pas comme si les faits diminuaient d'avoir été avertis préalablement. Là, donc. Vous l'intégrez dans quel genre de procédure? Vous avez parlé de la gestion de la douleur, mais vous avez parlé d'Hunter Hoffman avec les grands brûlés, mais dans quelle procédure vous l'intégrez? On l'utilise dans plusieurs procédures, dont entre autres les procédures orthopédiques, les procédures de changement de pansement, nettoyage de plaies chez les brûlés. Ensuite, en milieu ambulatoire. On l'utilise aussi également on l'avait utilisé pour les ponctions veineuses, les procédures avec des aiguilles à l'urgence. Ensuite, on l'utilise aussi pour les procédures dentaires. Donc, à la fois l'injection dans les procédures dentaires, puis les nettoyages ou autres, réparation de dents. Puis, on va l'utiliser aussi avec le personnel de soins pour la gestion du stress. Puis, il y a d'autres procédures aussi où est-ce qu'on l'utilise avec en dermatologie pour les injections de produits, médicaments là, qui sont douloureux, les injections douloureuses là, pour, dans le fond, soulager l'eczéma. Vous parlez des grands brûlés. Les grands brûlés, ils ont généralement beaucoup de médicaments, à ce que je sache, beaucoup d'analgésiques, même des opioïdes. Est-ce que la réalité virtuelle, ça aide est-ce que ça remplace ou est-ce que ça peut aider à diminuer les doses de ces médicaments-là? Le projet auquel j'utilisais avec les brûlés, c'était des brûlés qui étaient vus en ambulatoire. Donc, c'était pas des grands brûlés. Ou ils ont peut-être été grands brûlés, mais là, moi, quand je les voyais pour le projet de recherche en question, c'était au niveau ambulatoire. Toutefois, quand on a utilisé la réalité virtuelle hybride,
C'était avec des grands brûlés. Puis, c'était des petits, là, âgés de 6 ans et moins, là. Puis, ça avait vraiment été démontré comme étant efficace à ce moment-là. Parler de réalité virtuelle hybride, c'est vraiment comme une adaptation qui a été faite pour le contexte, je pense, des hydrothérapies, c'est ça? L'hydrothérapie, c'est ça exactement, oui. Et ça ressemble à quoi, une réalité virtuelle hybride? Dans le fond, on prenait le bain où est-ce que les enfants avaient le changement de passe-partout et nettoyage de plaies. Puis, il y avait comme un gros écran à 150 degrés qui était placé très, très près du bain. Quand on était comme au centre de l'écran, on a l'impression d'être dans l'écran. Okay, donc, ça permettait de ne pas avoir le masque sur le visage pour les enfants qui étaient brûlés au visage. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres domaines d'utilisation de la réalité virtuelle qui vous intéressent? Là, c'est ça. On va explorer la gestion du stress avec le personnel. Là. C'est, dans le fond, c'est un projet qui est en cours d'évaluation éthique. Puis, on va l'utiliser aussi avec les mamans de bébés prématurés qui allaitent, donc pour favoriser la production de lait. On a vraiment l'impression qu'il n'y a comme pas de limite à l'utilisation de cette technologie-là. Elle pourrait comme toucher n'importe quel domaine, n'importe quel service. Je pense que oui, il y a plusieurs possibilités. Je pense à l'utilisation de la réalité virtuelle. Je pense que, tu sais, c'est peut-être nous qui se mettons des limites, là, mais je pense que il y a vraiment de l'ouverture là, à une utilisation là, vraiment dans plusieurs domaines. Ben, merci beaucoup, Sylvie Lemay, pour cette rencontre. Je pense qu'on en a beaucoup appris sur la réalité virtuelle, sur la gestion de la douleur avec la réalité virtuelle. Donc, merci beaucoup. Merci pour votre intérêt. Au revoir. Bonjour, Sophia. Allô? Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire un petit peu ce que vous faites en recherche? Moi, c'est Sophia. Je travaille en tant que coordonnatrice de la recherche clinique à l'hôpital Shriners pour enfants dans le département de recherche en soins infirmiers. Donc, je coordonne plusieurs études, mais surtout, mon focus, c'est les études avec la réalité virtuelle. OK, donc vous êtes en fait directement sur le terrain là-bas. Vous savez, vous connaissez le terrain. Vous avez une formation en sciences infirmières? Non, en fait, je ne suis pas infirmière. Donc, j'ai fait mon bac en sciences à McGill. Mais ensuite, pour ma maîtrise, il y a un programme à McGill qui se concentre vraiment sur les innovations, puis comment les intégrer au point de vue clinique. Donc, pour mon projet de maîtrise, c'est vraiment là que je suis allée exactement sur le terrain pour essayer d'intégrer ces technologies en clinique avec les patients et aussi les professionnels de la santé. OK, donc vous avez vu vraiment quels étaient les enjeux, en fait, les enjeux cliniques de l'intégration de la réalité virtuelle. Est-ce qu'il y a une différence entre le milieu hospitalier, par exemple, au niveau de l'intégration des technologies, par rapport à un autre milieu comme l'éducation ou quelque chose d'autre? Est-ce que vous avez des différences? Oui, mais en fait, moi, je peux surtout parler au point de vue clinique, mais c'est vrai que lorsqu'on veut intégrer une technologie, quoi que ce soit la technologie, c'est pas seulement la réalité virtuelle, dépendamment de ton équipe de recherche, c'est sûr qu'il va toujours avoir de la résistance au début. Donc, c'est une question de vraiment éduquer les professionnels de la santé puis leur montrer à eux comment est-ce que la technologie fonctionne, pourquoi elle fonctionne et quels sont les bénéfices pour eux et leurs patients et comment est-ce que ça peut vraiment changer la manière qu'ils pratiquent, dans le fond, en clinique. Vous parlez des professionnels, donc les professionnels de la santé. C'est quels professionnels de la santé que vous ciblez pour cette intégration-là? Donc, nous, au début du projet, on a vraiment travaillé surtout avec notre éducatrice spécialisée avec les enfants. Donc, en anglais, ça s'appelle Child Life Specialist. Mais eux, déjà, elles sont responsables pour aider les patients dans les cliniques à leur offrir différents outils de distraction pour les aider à gérer leur douleur ou leur anxiété face aux procédures. Donc, c'était quand même assez évident pour nous d'aller directement avec eux, travailler avec eux pour essayer d'intégrer la technologie. Puis ensuite, tranquillement, pas vite, on a aussi formé les infirmières. Donc, c'est vraiment elles, surtout quand il n'y a pas l'éducatrice spécialisée Angie, c'est surtout avec les infirmières qu'on va travailler pour essayer d'intégrer la technologie en clinique. Okay. Est-ce que vous avez réussi à convertir des professionnels à la réalité virtuelle? Est-ce qu'il y en avait qui étaient comme super réticents au départ, puis après ça, ils sont comme... Quelles ont été leurs réactions, en fait, vis-à-vis des intégrations? Le message que je reçois souvent, c'est que c'est vraiment épatant ce que cette technologie comment est-ce que ça peut vraiment changer l'expérience d'un enfant à l'hôpital. Donc, une fois que tu le vois vraiment, surtout pour nous, on a des patients qui reviennent souvent. Donc, une infirmière, mettons, connaît un patient puis il sait que comme, tu sais, les dernières fois, ça n'a pas trop bien été avec l'intraveineuse. Puis là, il voit vraiment la différence que la réalité virtuelle peut amener à ce patient-là au point de vue vraiment de les calmer, de les distraire et même des fois, encore une fois, à gérer la douleur. Donc, elles peuvent vraiment le voir elles-mêmes avec leurs propres yeux en clinique. Puis ça, c'est ce qui donne que ça change un peu leur opinion. Ça l'ôte un peu la résistance que peut-être qu'elles avaient avant. Et là,
on parle des professionnels de la santé, mais du côté des enfants, du côté même de leurs parents, est-ce qu'on a des enjeux qui sortent, des contraintes qui ressortent? Oui, donc évidemment, je crois qu'on a vu, d'un point de vue de recherche, la réalité virtuelle, ça ne sera pas pour tous les patients. Puis ce qui est important pour nous, c'est de vraiment travailler avec l'enfant pour savoir quels outils de distraction vont marcher avec eux. Donc c'est vraiment une question de communiquer avec le patient, leur demander qu'est-ce qu'eux, ils ont de besoin aujourd'hui pour leur rendez-vous, pour pouvoir gérer leur douleur ou leur anxiété. Donc pour moi, ça a toujours été une question de communication pour essayer de les aider. Puis tu le vois, tu sais, à travers les années que, tu sais, il y a des patients qui ont déjà utilisé la réalité virtuelle avant, puis ils arrivent à leur prochain rendez-vous, puis ils disent « Moi, je veux, tu sais, la dernière fois, j'ai utilisé la réalité virtuelle, est-ce que je peux encore l'utiliser? » Donc, c'est comme ça que tu vois comme la différence, puis les parents sont super satisfaits, surtout qu'eux peuvent voir comment est-ce que leurs enfants ont changé à travers les années quand ils utilisent différentes sources de distraction. OK, donc on parle vraiment d'un outil de plus et pas un outil pour comme tous les remplacer tous les autres. On est vraiment sur Exactement, c'est ça. Surtout en travaillant avec notre éducatrice spécialisée, c'est une question, c'est ça, d'un outil qu'on a dans un grand répertoire d'outils qui existe déjà. Et c'est une question de trouver le meilleur outil pour chaque patient. Ça fait plusieurs années que tu as commencé, en fait. Est-ce que tu as vu une évolution dans les enjeux au niveau des professionnels de la santé, des parents? Parce que la réalité virtuelle, c'est quand même, je pense que c'est Hunter Hoffman qui présente demain, en fait, qui a comme été le pionnier de ces projets-là. Est-ce que, comme il y a eu une évolution des enjeux, même des réticences, que ça s'est arrangé? C'est sûr qu'au début, nous, on a commencé nos projets de recherche en 2018-2019. Puis, tu sais, il y avait des patients, il y avait des professionnels de la santé qui savaient un peu c'était quoi la réalité virtuelle, mais tu sais, il n'y avait pas grand monde qui le savait. Puis c'est sûr qu'à travers les années maintenant, quand que je présente cet outil-là de distraction aux patients ou aux cliniciens, c'est quelque chose qu'ils reconnaissent déjà, tu sais, comme un genre de jeu de vidéo, mais comme beaucoup plus immersif. Donc ça, déjà, ça l'aide beaucoup quand tu essaies d'intégrer une technologie en clinique parce que c'est plus familier aux patients et aux cliniciens aussi. Je t'avoue que nous, avec les patients et les parents, ils ont toujours été super excités à essayer une nouvelle technologie en clinique. Donc, ils étaient quand même assez ouverts, même nos professionnels de la santé. Donc, il y en avait qui avaient une réticence, mais encore, comme j'avais dit, une fois qu'ils ont vu l'impact en clinique, ça l'a vite comme ôté cette réticence-là, exactement. Nous, c'était plutôt, tu sais, comme on avait les projets de recherche où est-ce que c'était moi qui administrais l'intervention. Puis là, c'est vraiment une question de former nos cliniciens pour que ça soit eux qui aient assez de confiance en soi pour pouvoir le faire eux-mêmes. Oui, parce qu'eux, ils n'ont peut-être pas envie non plus de gérer les problèmes techniques vis-à-vis de la réalité virtuelle. Si c'est pas facile, si c'est pas évident, oublie ça en clinique. Il faut que ça soit facile, tu sais, ready to go pour qu'ils puissent l'utiliser parce que sinon, oublie ça. Ils n'ont pas le temps, ils ont déjà d'autres choses à faire, tu sais. Qu'il y a comme un enjeu dont on n'aurait pas parlé. Ben, je te dirais, pour la pérennité de la réalité virtuelle dans un milieu clinique, c'est très important de figurer ça d'un point de vue finance. Tu sais, c'est une technologie qui coûte de l'argent. Donc, c'est de parler avec soit des gérants, tu sais, à un haut niveau pour les convaincre que c'est une technologie qui fonctionne et qui a de la valeur pour pouvoir, tu sais, comme avoir un rationnel pour dire oui, c'est important et on devrait dépenser là qu'on devrait, admettons, dépenser notre argent. Donc, je dirais que c'est plus de ce point de vue-là. Est-ce que tout le monde peut l'utiliser dans n'importe quel, par exemple, n'importe quel service? Comment ça se passe? Donc, nous, à notre hôpital, c'est ça. Donc, on a commencé avec nos projets de recherche, puis là, on a fini nos projets de recherche. Donc, nous, on a déjà vu la valeur de cette technologie, non seulement à notre hôpital, puis avec nos études, mais aussi avec les études dans la littérature scientifique. Donc, on a comme un peu pris de l'avance, puis on a déjà commencé à implanter la technologie. Donc, ce n'est plus, quand on utilise la réalité virtuelle, ce n'est plus dans un contexte de recherche. Nous, c'est vraiment l'intégration en clinique. Donc, c'est former des politiques, des procédures pour que les cliniciens le fassent eux-mêmes, puis ça fait vraiment partie comme du standard of care. Merci beaucoup, Sophia, pour toutes ces informations sur les enjeux de l'intégration de la réalité virtuelle en milieu clinique. C'était vraiment très intéressant. Merci encore. Avec plaisir. Merci. Donc, on se retrouve pour la partie plus technologique, en fait, de ce balado. On va parler réalité virtuelle, on va parler intelligence artificielle. On retrouve Casey Cotte-Turpin. Bonjour, Casey. Bonjour. Casey, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Bien sûr, je m'appelle Casey Côte-Turpin. Je suis agent de recherche à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et je suis aussi doctorant en informatique cognitive à l'UQAM. Donc, doctorant en informatique cognitive à l'UQAM, est-ce que vous avez des domaines de recherche privilégiés? Est-ce que vous êtes juste en informatique cognitive ou est-ce que ça s'étend un peu plus loin? En fait, c'est la beauté de l'informatique en général, c'est que tout le monde a besoin de nous un petit peu. Il y a de l'informatique un peu partout, de l'intégration des technologies un petit peu partout.
Donc oui, non, je travaille pas en informatique, seulement en informatique, mais c'est définitivement mon champ de recherche principal. Ce qui m'intéresse beaucoup personnellement, c'est l'utilisation du jeu sérieux, le développement en fait de la réalité virtuelle et l'intégration des technologies dans les milieux qui sont autres que des milieux standards, disons, là, que donc l'utilisation du jeu sérieux finalement dans le domaine de la santé, par exemple. Vous parlez beaucoup de jeux sérieux. Est-ce que vous pouvez me définir rapidement qu'est-ce que le jeu sérieux finalement? Le jeu sérieux, en fait, c'est l'utilisation des codes du jeu vidéo, par exemple. On utilise, si j'essaie de le vulgariser au maximum, on pourrait dire que c'est l'utilisation du jeu vidéo dans des contextes qui ne sont pas faits seulement pour s'amuser, finalement. Donc, des contextes qui sont dits sérieux. On peut parler justement de formation professionnelle, vous parlez de douleur. Évidemment, c'est un domaine où la réalité virtuelle fonctionne vraiment très bien. Il y a énormément de possibilités, en fait. On peut le voir dans de nombreux domaines, l'utilisation de jeux sérieux, même la simulation des pilotes, c'en est du jeu sérieux. Donc, c'est vraiment l'utilisation des codes du jeu vidéo, mais pour des besoins qui ne sont pas nécessairement seulement d'amuser les gens. C'est vraiment très intéressant. Et au niveau de la réalité virtuelle, qu'est-ce qui fait un bon jeu sérieux si on parle par exemple de distraction de la douleur? Il y a plusieurs éléments à considérer quand on conçoit des jeux, des produits en fait qui sont destinés à distraire les patients dans un contexte hospitalier. Là, il y a évidemment tout ce qui va être lié au motion sickness qu'on appelle en anglais. Là, donc le cybermalaise, je crois en français, qui est toujours un terme que je cherche. Donc le cybermalaise, c'est quoi? C'est quand on joue à la réalité virtuelle, ça arrive, ou après un certain temps du moins, qu'on ressente des symptômes qui sont similaires un peu au mal de mer. Donc, les étourdissements, les nausées, les maux de tête. Donc, pour éviter ça, donc il faut s'assurer de certaines choses. Donc, s'assurer techniquement que le jeu soit bien fait, qu'il n'y ait pas de latence, parce que toutes les fois que vous avez des latences, ça vient très rapidement. On crée des problèmes chez l'utilisateur. On va essayer de créer des mouvements qui sont plus lents, plus cohérents avec ce qui se passe dans le corps de la personne. Si on bouge trop rapidement, généralement, on va causer des problèmes aussi. Donc, il y a quelques petits détails de game design qui sont vraiment importants à prendre en considération parce que si on ne les prend pas en considération, finalement, on nuit plus qu'on aide aux patients, ce qui n'est pas tout à fait une bonne solution là, dans un cas où l'enfant est là pour avoir un atténuissement de ses problèmes, pas en avoir une accentuation, évidemment. Là. Donc ça, c'est plus pour la partie effet secondaire en fait de la réalité virtuelle. Et est-ce que d'un point de vue, on va dire plus ce qu'on appelle game design, au niveau des mécaniques de jeu, est-ce qu'on a aussi pas des recettes, mais... Là, c'est des recettes, c'est un peu des recettes aussi. Vous avez énormément de points. Le point le plus important, je pense, quand on commence à des projets comme ça, c'est de se mettre en grande équipe multidisciplinaire parce que c'est pas vrai que tout le monde a toutes les expertises. Donc, c'est pas vrai que moi, personnellement, j'ai la compétence d'une infirmière. Loin de là, je ne connais pas le terrain. J'ai jamais soigné un enfant. Donc, c'est important pour nous de comprendre le contexte dans lequel ces gens-là travaillent, dans le contexte dans lequel ils évoluent parce qu'au bout du compte, nous, on l'a pas. Puis de leur côté, c'est important aussi de prendre en note ces trucs de game design là parce que on le voit dans le domaine de l'informatique ou de la création numérique au sens un petit peu plus pointilleux. Ça fait pas des bons résultats quand il n'y a pas des gens de plusieurs domaines qui vont s'allier ensemble pour développer quelque chose qui est le mieux pour l'utilisateur final. Mais même l'utilisateur final devrait être inclus dans la proposition, dans la conception du produit parce que c'est lui qui va jouer avec. Puis même quand Ubisoft crée des gros jeux vidéo, ils en font des tests utilisateurs et c'est la même chose qui doit être fait au niveau thérapeutique. Si on veut avoir des projets qui fonctionnent finalement, qui ont le plus de chances de réussir pour le patient final. Donc l'idée, ce serait de créer une équipe multidisciplinaire avec tous les experts du projet de recherche, finalement, de la population à l'étude. Est-ce qu'on peut adapter à n'importe quel patient? Est-ce qu'on peut adapter à n'importe quel processus médical? Si on prend le temps de le faire, je pense que ça s'adapte dans la plupart des cas. Il y a évidemment des milieux où on voit que c'est plus complexe. On regarde la littérature et on se rend compte qu'il y a des domaines qui sont très intéressants. Là, quand on parle de douleur, on voit les soins au grand brûlé, par exemple. Mais il y a des contextes qui sont plus difficiles. La réalité virtuelle dans un bain, c'est toujours plus compliqué. Il y a certaines positions qui sont plus complexes aussi à faire pour ne pas causer de motion sickness. Il y a des tests qui ont été faits là-dessus qui ont démontré qu'il y a certaines complexités. Mais il y a toujours manière de l'adapter. Il faut juste être créatif, en fait, dans notre façon de l'utiliser parce qu'il y a des pistes de solutions et quand on pose la question et on teste et on regarde ce qui se fait puis qu'on développe du contenu qui est vraiment fait parce que souvent, là, ce qu'on voit, à mon avis personnel, est beaucoup moins intéressant et beaucoup moins bon. C'est souvent ce qui va être on prend n'importe quel jeu puis on le met dans n'importe quelle situation. Donc ça fait des contenus qui sont moins efficaces
parce que c'est mal adapté. Donc, le jeune, il voit une plage, mais il est couché sur le ventre. Ça fait pas de sens de voir ça si tu es couché à plat ventre. Donc, il faut que ça soit adapté pour que ça ait un bon effet, puis que ça soit cohérent, puis que le jeune soit engagé. Parce que, tu sais, quand on parle de distraction thérapeutique, ce qu'on parle d'un langage technologique, c'est de l'immersion. Donc, si l'enfant n'est pas engagé dans le contenu, ça n'a pas le même effet, ça n'a pas le même niveau d'effet. On le voit même quand on conçoit des jeux vidéo pour des jeux vidéo, là, vraiment non seulement un jeu sérieux, mais juste pour le jeu vidéo, ben, le jeune va être moins engagé dans un contenu qui est générique et qui n'est pas adapté à une situation versus un contenu qui est bien développé pour lui, là. Donc, on parle d'adaptation, on parle d'engagement, on parle d'immersion. On a peut-être les 3 points clés d'une recette pour un jeu sérieux en réalité virtuelle pour la distraction thérapeutique en tout cas. Est-ce que vous voyez, au niveau de la technologie de la réalité virtuelle en elle-même, est-ce qu'on voit des forces par rapport, par exemple, à une tablette, à un iPad, ou à un jeu vidéo normal? Qu'est-ce qui peuvent être les forces de la réalité virtuelle? Elle a énormément de force aujourd'hui, en fait, la réalité virtuelle, que les autres n'ont pas. Évidemment, quand on parle d'immersion, on parle d'engagement. Ça peut se reproduire sur une tablette, sur à peu près n'importe quoi, au bout du compte, même un livre à la limite. Mais sauf que la réalité, c'est que en VR, en réalité virtuelle, tu coupes le jeune de tous les autres stimuli, en fait. Donc, tout ce qui est externe, tout ce qui est anxiogène, tout ce qui peut le faire penser à autre chose que sa distraction, le distraire de sa distraction, finalement, c'est un peu drôle à dire, mais c'est un peu ça. Ben là, c'est coupé, donc il est comme forcé. L'audio est directement lié aux oreilles, donc ça a un certain frein aussi au niveau auditif. Ça a certaines forces. Et en plus de ça, ce qui est vraiment intéressant, et ce qui m'intéresse personnellement d'un point de vue de la recherche, c'est que les casques de réalité virtuelle commencent à intégrer de plus en plus de technologies en eux-mêmes, en fait. Donc, la réalité virtuelle, c'est pas seulement la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, aujourd'hui, a des capteurs. Donc, par exemple, on peut avoir du repérage du visage. Tu sais, c'est quand même intéressant. Puis, c'est pas nécessairement quelque chose qui a été super exploré pour l'instant d'un point de vue recherche scientifique. Mais il y a du potentiel là-dessus. Même quand on parle de douleur, ben regardez, tu sais, les échelles, les Pain Assessment Scale, ben ils sont pratiquement tous avec des visages ou avec des notations. Donc, même quand on parle d'anxiété, les visages sont là aussi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à essayer d'interpréter d'un point de vue algorithmique en intelligence artificielle? Il y a définitivement quelque chose d'intéressant à explorer à ce niveau-là. Au niveau de l'état cognitif, en fait, de la personne, ben, on a du eye tracking, on a de l'oculométrie aussi en réalité virtuelle aujourd'hui dans la plupart des casques et ça s'intègre de plus en plus. Non seulement parce que pour le design du jeu, ça peut être intéressant, là, le niveau de l'interaction entre l'humain et la machine, ça peut devenir super intéressant. Mais on a aussi la capacité de peut-être savoir un peu comment la personne se sent en temps réel pendant le traitement, ce qui est un gros avantage parce que c'est peut-être une petite limite qu'on a actuellement, c'est qu'en réalité virtuelle, ben, on sait que si ça a fonctionné après le traitement. On ne le sait pas pendant. Donc, moi, personnellement, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Comment est-ce que l'oculométrie, en fait, peut nous aider à comprendre ce qui se passe dans la tête du joueur, finalement. Donc, on pourrait, en fait, détecter, finalement, si le joueur ou le patient est assez engagé dans le jeu, par exemple, pour faire la procédure? Oui, c'est un peu une hypothèse, c'est un projet sur lequel je travaille actuellement, c'est ça, en fait, c'est de voir est-ce que les données oculométriques, parce qu'on sait que les données oculométriques vont varier en fait en fonction du niveau d'immersion. Il y a des études qui ont été démontrées là-dessus, autant d'un point de vue vraiment vidéoludique que même dans un point de vue de la loterie des jeux du hasard, en fait. Donc oui, il y a quelque chose à faire là-dessus. Ce qui devient nouveau, par contre, ce qui devient super intéressant, c'est que encore ces approches-là étaient faites post-exposition, post-séance de réalité virtuelle finalement. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est d'utiliser justement les algorithmes d'apprentissage automatique, donc d'intelligence artificielle pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, on utilise ces algorithmes-là pour découvrir des patterns, découvrir des je sais pas comment dire pattern en français, je suis désolé. Des motifs. Des motifs, moi, ça se dit plus ou moins C'est bien. un peu bizarre, mais oui, je pense que c'est le terme. En informatique, il y a plusieurs termes qui se traduisent très mal. Donc, on essaie de trouver finalement des espèces de voies dans les données avec ces algorithmes-là, ce qui nous permet de trouver des corrélations complexes qu'en fait, nous, on ne pourrait pas voir en tant qu'être humain ou du moins très difficilement parce que ça prendrait énormément de capacité de calcul. Mais avec un modèle d'intelligence artificielle, de machine learning, tu pourrais faire peut-être une meilleure compréhension en prenant les données oculométriques, en prenant les données du visage et de pouvoir avoir une prédiction de est-ce que la personne se sent bien ou la personne se sent mal finalement. Donc, d'un point de vue vulgarisé, on pourrait, grâce à l'intelligence artificielle et les capteurs de données biométriques, récupérer finalement les données biométriques et les analyser pour savoir si le patient a de la douleur en temps réel, pour savoir si notre intervention a fonctionné et
Est-ce qu'on pourrait peut-être aussi penser à adapter le jeu en fonction de ce qui se passe? Est-ce qu'on pourrait peut-être penser à optimiser finalement le jeu en fonction de la douleur? Ouais, c'est une piste super intrigante, en fait, parce que quand on parle de développement de jeux vidéo, un des concepts qui nous revient souvent, c'est le flow. Le flow, c'est une espèce d'état cognitif, en fait, ultime d'immersion. Donc, quand on dit immersion, les gens comprennent ce qu'on veut dire. Tous les sens sont occupés, on est vraiment dans le système. Le flow, c'est comme l'étape ultime de ça. Et selon cette théorie-là, le flow serait atteint quand on a un équilibre, en fait, entre les skills, le niveau de capacité de l'utilisateur, puis le niveau de défi qu'on lui donne, finalement. Donc, est-ce qu'on pourrait pas jouer sur certaines mécaniques de jeu, dont, je sais pas, le nombre de personnages à vaincre ou la hauteur de la montagne à monter? Je sais pas, est-ce qu'il y a des points de vue dans le game design qui pourraient être adaptés? Peut-être, et on pourrait encore là évaluer en temps réel si ça fonctionne, si jamais on est capable d'avoir des données biométriques au travers de tout ça. Eh bien, merci beaucoup, Casey Côte-Turpin, pour votre participation à ce balado. J'espère que vous en aurez appris plus sur l'utilisation de la réalité virtuelle comme outil de gestion de la douleur d'un point de vue santé, mais aussi technologique. À bientôt! Merci d'avoir écouté Parlons douleur. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer un épisode et à partager le balado avec vos amis. Pour plus d'informations, visitez notre site web rqrd.ca ou encore notre chaîne YouTube en cherchant Réseau québécois de recherche sur la douleur. À la prochaine!